Quand nous arrivons à son domicile, c'est avec le sourire que Roxane Ouattara nous accueille. Cependant, à l'énoncé de l'objet de notre visite, Roxane ne peut retenir ses larmes. Journaliste de profession, cette jeune femme a été victime de l'excision dès sa plus tendre enfance. Un souvenir amer qu'elle n'oubliera pas de sitôt, tant les séquelles continuent de la marquer. C'est dans une forêt, c'est dans un endroit vraiment où il y a beaucoup d'arbres. Notre guide nous fait asseoir par terre, même le sol. On nous demande de fermer les yeux. Je suis de nature très curieuse. On vient tuer un éléphant et vous me demandez de fermer les yeux. Moi, je n'ai pas fermé les yeux. J'avoue que j'ai tout vu. Le sang, les couteaux, c'était vraiment douloureux. Rien de positif au plan sexuel, je veux dire. Rien de positif parce que j'ai peur des hommes. J'ai vraiment peur de l'acte sexuel parce que j'ai tout le temps des infections. Tout le temps, c'est des plaies par-ci. C'est là où 2 ou 3 personnes, elles peuvent supporter faire pipi quelque part. Moi, je ne peux pas. Donc, ça fait que je me retiens beaucoup. Je me retiens beaucoup quand j'ai envie de faire pipi. Même, je peux me retenir du matin au soir. L'excision, l'une des formes des mutilations génitales féminines, consiste en l'ablation du clitoris de la femme et des petites lèvres. Cette pratique, courante chez certains peuples, est beaucoup condamnée depuis l'avènement des campagnes de sensibilisation. En tant que femme, ce n'est pas une bonne chose. Moi, je suis de l'Ouest, mais je n'ai jamais aimé cette pratique-là. Et mes parents aussi ne nous ont pas encouragés dans ce domaine-là. Raison pour laquelle aujourd'hui, je suis une femme épanouie. Je suis heureuse avec mon mari. On doit bannir même, c'est le mot même qui est là. On doit bannir parce que ça crée déjà beaucoup de complications chez la femme. C'est une ancienne pratique qui vraiment a laissé beaucoup de séquelles dans la société. Je pense qu'aujourd'hui, elle devait normalement même disparaître. Moi, mais je pense que même qu'on ne devait même plus en parler. Ça doit être une histoire ancienne. La Fondation Djigui La Grande Espérance a fait de la lutte contre l'excision son cheval de bataille. À l'occasion de la Journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, l'imam Cissé Djigiba donne de la voix. Convaincu des dangers de cette pratique, nous avons pris l'engagement de créer une fondation et de créer également un département dédié à la lutte contre les mutilations génitales féminines. L'égalité n'est pas une chanson, elle doit être une culture et un comportement entre l'homme et la femme. Je dis bien, ce concept, nous le tirons de nos enseignements religieux, du Coran et des enseignements du prophète, paix et salut de Dieu soit sur lui, qui n'a jamais voulu que la femme soit violentée. Selon un rapport des Nations Unies, les filles qui subissent des mutilations génitales féminines font face à des complications à court terme, telles que des douleurs intenses, des saignements excessifs, des infections et des difficultés à uriner, ainsi qu'à des conséquences à long terme pour leur santé sexuelle et reproductive et leur santé mentale. Les Nations Unies se sont fixées pour objectif de mettre fin aux mutilations génitales féminines d'ici à 2030. Ceux qui ont connu Mamadou Ebineta connaissent l'histoire de comment Massako Kari épousa la fille du roi. Rassemblés autour d'un conteur captivé par ce qu'il dit. Autrefois, c'est ainsi que se racontaient les contes et légendes d'Afrique. Avec l'évolution du temps et l'avènement des réseaux sociaux, cette culture tend à disparaître. C'est pour pérenniser cette culture africaine par voie digitale, les réseaux sociaux notamment, YouTube, Facebook, podcast, que la Bibliothèque des livres pour tous et le Making Wave ont lancé ce projet dénommé l'Afrique en compte. Ce projet Afrique en compte, il vient pour
diffuser les côtés positifs de l'Afrique. L'idée, c'est de toujours faire du conte quelque chose de très important et moderniser les contes africains et montrer un peu la tradition. Une action saluée par les artistes présents à cette cérémonie. Selon eux, l'Afrique en conte vient à point pour valoriser le patrimoine oral africain. Ce serait bien au niveau de nos pays en Afrique de pouvoir écouter nos contes à travers la radio, mais que ce soit vraiment des contes retravaillés, repensés et qui portent des valeurs que nous partageons avec le reste du monde, avec nos enfants, que nos grands-mères nous ont transmis. L'Afrique en conte va aussi permettre de démultiplier l'expérience acquise qui pourra être partagée avec d'autres pays du continent. La création d'une collection de contes et d'histoires originales de 3 à 8 minutes en baoulé et en malinké a été déjà mise en place pour diffusion sur plusieurs radios. Le projet se déroulera sur 3 années. Laurent Donafologo, ancien secrétaire général du PDCI RDA, est décédé hier des suites de la Covid-19. Diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille, il fut le premier rédacteur en chef du quotidien Fraternité Matin. Il remplira ainsi avec courage et conscience professionnelle sa mission de propagande journalistique qui lui avait été assignée par le président Houphouët-Boigny à travers des éditoriaux bien orientés. Laurent Donafologo sera nommé secrétaire général du PDCI RDA dans un contexte de parti unique. Il fut ministre pendant des décennies dans plusieurs gouvernements, sous Houphouët-Boigny de 1974 à 1989, puis sous le président Henri Konan Bédié de 1996 à 1999. À la tête du ministère des Sports en 1992, Laurent Donafologo et son équipe ont offert à la Côte d'Ivoire sa première Coupe d'Afrique des Nations. De 2000 à 2011, sous le président Laurent Gbagbo, il occupe le poste de président du Conseil économique et social. Il a aussi participé aux négociations de Linas Marcoussi au titre de représentant du PDCI et les accords Kléber visant à trouver une solution à la longue crise que la Côte d'Ivoire a traversée. Né le 12 décembre 1939 à Sinématiali, Fologo fut une figure emblématique de la politique ivoirienne. Son décès, ce vendredi 5 février, est un choc pour ses proches et pour la Côte d'Ivoire, qui perd un grand-fils dont la vie restera un témoignage. Ces jeunes orphelins vont-ils retrouver la vie sauvage? Dans ce centre de primatologie, tous les efforts sont faits pour sauver. J'ai le rôle de papa, de maman, donc je prends un peu soin d'eux, comme on prend soin des bébés à la maison. Je fais du lait, je donne, j'apprends à manger, j'apprends à boire, j'apprends à marcher, c'est un peu ça mon rôle. Le but ici, c'est pas de les garder ici. Si c'est un centre de recherche, ils sont ici, ils viennent ici pour 3-4 mois, en gros 45 jours pour une quarantaine. Et parce que ce sont des sujets qui sont détenus par certaines personnes, ils sont les porteurs de virus, de maladies, et ils passent une période de quarantaine. Et après la quarantaine, on les fait partir dans des sanctuaires. Au Gabon, la loi interdit de chasser, capturer, vendre ou détenir un singe. Pourtant, sa viande est encore recherchée et les bébés adoptés comme animaux domestiques. L'association Save Gabon Private tente alors de les récupérer. Ces animaux, ils sont faits pour vivre en forêt avec leurs congénères, en fait. Nous, ici, quand on les garde en tant qu'animaux domestiques, on leur apprend nos habitudes à nous. Donc, ils se comportent comme des êtres humains, ils mangent ce que les humains mangent. Et après, ils n'ont plus ce mental-là d'animaux qu'ils ont d'habitude. Du coup, ces animaux-là, si vous les réintroduisez en forêt, ils auront du mal à se réadapter.